Mais commençons avec les sujets macroéconomiques et de politique monétaire. C'est Samy Char qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, chef économiste de Lombardier. Bonjour et bienvenue Samy. Merci beaucoup d'être avec nous. Ravi de vous retrouver. Avant d'attaquer la séquence Banque Centrale, je le disais, cette journée est assez symbolique de l'ampleur des sujets que les investisseurs ont à traiter, avec une journée qui commence par le discours de Vladimir Poutine et qui se terminera par la décision de la Réserve fédérale américaine. Quelle conclusion est-ce que vous retenez de la communication faite par Vladimir Poutine ce matin? Quand je dis conclusion, quel type de conséquences est-ce qu'on peut attendre de ce discours dur porté par le président russe sur le plan économique et financier, qui sont les dimensions qui nous intéressent, Samy? Alors, pour commencer, cette espèce d'escalade était quand même attendue pour essayer de freiner un petit peu le momentum positif qu'avaient les Ukrainiens. Donc on s'attendait quand même à une forme de réaction côté russe, et effectivement on l'a eu de la manière assez dure. Je dirais que quand on réfléchit un peu aux conditions économiques et financières, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les frontières du conflit. Est-ce que on va rester dans les frontières orientales de l'Ukraine? Donc est-ce que le conflit, en tout cas l'aspect militaire du conflit, reste contenu dans l'est de l'Ukraine, ou au contraire, est-ce qu'il va sortir de ces frontières? Est-ce qu'il y a un risque d'escalade en dehors de l'est de l'Ukraine? Je dirais qu'à ce stade, ce n'est pas quelque chose auquel on s'attend. On pense qu'encore une fois, c'est une bataille là vraiment pour l'est de l'Ukraine et qui ne va pas nécessairement au-delà, mais évidemment les risques d'erreur, les risques de dérapage sont là, et donc il faut bien sûr être prudent, mais encore une fois, je pense que le scénario où le conflit militaire reste ancré à l'est de l'Ukraine reste le scénario de base. Et évidemment, au niveau de l'énergie, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut définitivement plus compter sur les biens énergétiques russes. C'était déjà le cas, donc je dirais que le rôle de la Russie dans le fait de fixer les prix de l'énergie devient quand même un peu plus petit au fur et à mesure que l'Europe se diversifie en dehors des biens énergétiques russes. On voit d'ailleurs que le marché d'électricité, du gaz et des sources d'énergie en Europe aujourd'hui réagit moins fortement à la nouvelle que ce qui aurait pu être le cas il y a quelques mois. Oui, ça y est, il y a quand même cette désensibilisation, cette indépendance regagnée douloureusement face à l'énergie fossile russe qui commence à apparaître aujourd'hui dans les marchés, Samy. Si on regarde alors la séquence Banque Centrale, on pourra effectivement détailler les enjeux spécifiques de la réunion de la Fed et de la décision attendue ce soir, qui est la banque centrale la plus importante en la matière. Mais quand vous regardez le phénomène global, c'est-à-dire le durcissement mondial synchronisé d'une intensité inédite, en tout cas dans l'histoire moderne. Quand on met ça face au risque de récession, tout le monde l'a en tête aujourd'hui, comment est-ce qu'on considère d'ailleurs les effets peut-être démultiplicateurs de ce phénomène de durcissement synchronisé sur la croissance économique mondiale? J'imagine qu'il ne faut pas sous-estimer que 1 plus 1 feront peut-être plus que 2 à l'arrivée quand on accumule toutes ces hausses de taux et qu'on les met bout à bout, Samy. Alors, ce qu'il faut voir, c'est évidemment l'ensemble de la réponse des autorités et des politiques économiques. Bien sûr, du côté monétaire, on va raréfier l'oxygène qui est dans l'air, et évidemment que ça met une grosse pression sur les acteurs économiques. Et là, ce qu'on va chercher à identifier cette semaine et même de toute façon dans les mois qui viennent, c'est est-ce que ces banques centrales qui, bien entendu, sont en train de devenir restrictives, est-ce qu'elles vont devenir destructrices? Voilà. Est-ce qu'il y a un niveau auquel elles s'arrêtent? On reste dans le territoire restrictif et bien sûr ça va contraindre l'économie, mais on ne va pas aussi loin qu'être complètement destructeur, ce qui bien sûr entraînerait un coût économique plus important. Nous, on est dans le camp de banques centrales qui seraient bien sûr restrictives mais non destructrices. Et il faut aussi considérer l'action des banques centrales à la lumière des autorités fiscales. On voit que quelque part pour compenser en tout cas une partie du coût de la crise énergétique et de la crise du pouvoir d'achat, on a des autorités fiscales qui sont quand même en mouvement, donc là où on a des banques centrales peut-être qui raréfient un peu l'oxygène qui est dans l'air, on a des autorités publiques qui essayent de compenser un peu le coût, d'aider aussi les banques centrales en mettant des plafonds sur les prix de l'énergie. Ça va permettre d'éviter que l'inflation atteigne des niveaux toujours plus élevés. Donc c'est l'ensemble des politiques économiques qu'il faut regarder, et si les banques centrales mettent une
certaine limite à leur hausse de taux et qu'on a des autorités fiscales qui essayent de limiter les dégâts, peut-être qu'on peut s'en sortir en évitant finalement le scénario du pire. C'est un schéma qui est encore tenable quelque temps, Samy, parce que derrière l'orthodoxie retrouvée des banques centrales, il y a la question quand même des charges d'intérêt, du service de la dette. La remontée des taux, évidemment, c'est un coût aussi pour les finances publiques. On est encore dans une zone où ce coût est globalement supportable, gérable. J'imagine qu'il y a une limite à un moment qu'il faudra considérer peut-être. Bien sûr, on sent que la marge de sécurité est de plus en plus ténue, ça c'est sûr. En revanche, les autorités fiscales n'ont pas d'autre choix que de faire ce qu'elles font. Si elles laissent les agents économiques prendre de plein fouet ce choc énergétique et ce choc du pouvoir d'achat, on va avoir une récession beaucoup plus marquée, les finances publiques seront d'autant plus détériorées et on aura aussi une problématique d'inflation à terme, puisqu'on voit bien que des investissements significatifs doivent être faits dans l'infrastructure énergétique. Donc évidemment, on a besoin d'avoir d'autorités fiscales qui sont à la manœuvre. Oui, le contre-coup, c'est que ça implique probablement plus de dettes, mais enfin, si c'est de l'investissement pour sécuriser l'approvisionnement énergétique à terme, c'est nécessaire, ça doit être fait, et le coût de ne rien faire serait encore plus grand. Et donc c'est pour ça qu'on a cet équilibre entre des banques centrales qui, quand même, à un moment, doivent limiter l'appréciation du coût du capital. Sinon, bien sûr, on a un problème d'arithmétique de la dette, mais on n'y est pas encore. On n'a plus beaucoup de marge de sécurité, mais on n'est pas forcément dans le scénario du pire. Si on prend la Réserve fédérale américaine avec l'enjeu de la réunion du jour et la décision attendue ce soir, alors, la réunion va être importante parce qu'on aura les nouvelles projections économiques du staff de la Réserve fédérale américaine, les nouvelles projections en matière d'anticipation de taux d'intérêt, les dot plots de chaque membre du FOMC, Samy. Donc, ce sera de la matière pour les investisseurs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce set de données qui sera publié ce soir? Et puis, qu'est-ce que vous comprenez de la stratégie de la Fed à ce stade, avec la question quand même pas inintéressante du choix du pas qui sera fait ce soir? Est-ce qu'on est encore avec une Fed comme on l'avait au mois de juin, où la question de la crédibilité était posée, où il fallait peut-être choquer le marché en surprenant le marché avec une hausse de taux plus intense que ce qui avait été signalé, ou est-ce que cette situation désormais appartient au passé? Non, effectivement, on ne voit pas tellement un chemin qui permettra à la Réserve fédérale américaine d'être très relax. Il y a une résilience de l'économie américaine, un marché de l'emploi qui se tient toujours bien, une inflation toujours élevée, et donc elle va quand même marquer les esprits en se disant toujours très très concernée par la situation de l'inflation. 15 points de base semble suffisant. Il y a toujours cette possibilité d'un 100 points de base, mais on n'est pas dans ce camp-là aujourd'hui. En revanche, vous l'avez très bien dit, Grégoire, il y a beaucoup de choses à digérer ce soir. Il y a les projections, le dot plot, donc où est-ce que la Réserve fédérale américaine met ses taux à terme, et évidemment l'impact que ça aura sur l'économie et l'inflation. Donc la séquence est très simple. Est-ce que la Réserve fédérale américaine va être suffisamment restrictive pour avoir des projections de croissance et d'emploi qui permettent de penser qu'elle va maîtriser l'inflation à terme? C'est ça la séquence. Politique monétaire restrictive, récession, marché de l'emploi qui se détériore, et donc à terme on peut espérer être crédible sur son target d'inflation. Mais on ne peut pas aujourd'hui retourner à 2-3% d'inflation sans qu'il y ait un impact négatif sur le marché de l'emploi. Donc on va essayer de voir où la Réserve fédérale américaine met son niveau restrictif, quel impact sur la croissance, quel impact sur l'emploi, et donc à terme, est-ce qu'elle est crédible sur son inflation? Alors, il y a pas mal de choses à digérer, et on espère qu'une Réserve fédérale américaine autour de 4,25 à terme sera suffisante, avec un effet de temps, pour ramener l'inflation à des niveaux plus acceptables. Oui, et puis il y a une question de durée également qui devient importante, Samy. Combien de temps la Fed restera-t-elle au maximum de son niveau de restriction monétaire? Jusqu'à présent, c'était la course de vitesse. Il fallait enquiller, enchaîner le maximum de durcissement monétaire le plus vite possible avant que la fenêtre se referme. Là, la question, c'est combien de temps la Fed va rester à 4, 4,5, peut-être plus de taux d'intérêt directeur?
Oui, mais ça veut quand même dire que la stratégie de monter les taux toujours plus jusqu'à ce qu'on retrouve une inflation acceptable, cette stratégie n'est plus là. L'idée, c'est pas forcément de monter les taux à 5, 6, 7%, mais c'est effectivement, comme vous l'avez dit Grégoire, d'atteindre un certain niveau. Alors est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 4,25, 4,5, 4,75 On en saura peut-être plus ce soir, mais l'idée, c'est d'atteindre ce niveau le plus vite possible, probablement d'ici décembre ou vraiment début de l'année prochaine, et ensuite de rester là. On sent cette stratégie chez d'autres banques centrales aussi. La BCE est dans cette course pour normaliser son taux directeur et probablement ensuite rester là. L'idée n'est pas non plus de passer les 12 prochains mois à monter les taux. Peut-être que la hausse de taux, c'est l'histoire de 2022 et effectivement l'histoire de 2023, c'est des taux plutôt stables pour permettre à cet effet du durcissement monétaire d'impacter l'économie et in fine l'inflation. Au sein des grandes banques centrales des pays développés, il y a une banque centrale qui reste à part aujourd'hui, c'est la Banque du Japon, Samy, et de ce fait, c'est peut-être la banque centrale qui a le plus matière à surprendre désormais. Toutes les autres sont engagées déjà dans leur cycle de resserrement. La BOJ va se réunir ce jeudi. Je crois que personne n'attend de hausse de taux de la banque du Japon ce jeudi, mais à travers la communication, à travers le guidage du réglage de sa politique monétaire, est-ce qu'il faut attendre un mouvement de la part de la Banque du Japon? Oui, si ce n'est pas demain, ce sera dans les prochaines réunions. On a eu le chiffre d'inflation japonaise cette semaine et évidemment que l'inflation japonaise reste très très faible par rapport à l'inflation du reste du monde. Mais enfin, on est quand même beaucoup plus haut que le point bas de la crise du Covid ou de ce qu'on a pu connaître en 2022. On commence à avoir des niveaux d'inflation qui vont forcer la Banque du Japon à réagir. Et le premier modus operandi, le premier mode d'action, ça va être d'écarter la borne du fluctuation de son taux long terme, qui aujourd'hui est très resserré autour de zéro. Il s'agit peut-être d'écarter un peu, donc de permettre aux 10 ans japonais d'atteindre des niveaux un tout petit peu plus élevés. Donc ce n'est pas encore une hausse de taux à proprement parler, mais enfin ça sera quand même la direction, c'est vers une politique monétaire un tout petit peu moins laxiste aussi du côté japonais, parce que aussi là-bas, on a des chiffres d'inflation qui sont un peu plus élevés. Quel renversement quand même, quand on en vient à parler d'une banque du Japon qui pourrait elle aussi commencer à se mettre dans le sillage des autres grandes banques centrales avec toutes les caractéristiques bien sûr du Japon et une situation d'inflation qui est très différente encore de celle qu'on peut connaître en Europe ou aux États-Unis. Merci beaucoup Samy. Samy Charr, chef économiste de Lombard Odier qui était avec nous en visioconférence depuis Genève.